Alors, Pierre Collet, on le présente, c'est l'animateur d'un programme UNESCO une chaire, non, Unitwin, c'est les programmes d'appareillage d'universités partenaires et il a une chaire également d'UNESCO il va présenter le campus numérique des systèmes complexes. Vraiment, c'est un excellent pédagogue en matière de physique. Et on va vous parler de Newton et de Platon peut-être, et de ce qui est arrivé après, parce qu'on a largement dépassé la physique de Newton. Oui, tout à fait, mais je n'aurais peut-être pas le temps de... Si, mais tout est basé là-dessus, bien sûr, sur le fait que la physique newtonienne, maintenant, a vécu. Et donc, il va falloir passer à une autre science, qui est la science des systèmes complexes, et qui permet aussi d'allier les sciences dures et les sciences douces, les sciences humaines, dont l'éducation fait partie, et c'est pour ça que finalement les systèmes complexes peuvent apporter des choses absolument à la science de l'éducation, qui est une science douce. Voilà, tout d'abord, merci de me permettre de passer tout de suite, parce que sans ça, effectivement, j'ai un train qui aurait été très difficile à attraper. Et excusez-moi de vous faire patienter avant le déjeuner. Alors, je vais essayer quand même de faire le plus vite possible. Donc, je présente ici un flagship de l'Unitwin CSDC de l'UNESCO. Oui, je vais peut-être... donc, c'est le flagship qui s'appelle POEM, pour Personalized Open Education for the Masses. Et l'Unitwin CSDC de l'UNESCO, CSDC veut dire Complex Systems Digital Campus. C'est un campus numérique des systèmes complexes. Alors, l'objectif de l'Unitwin, c'est de partager toutes les ressources en éducation, en recherche sur les systèmes complexes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? On a un tout petit peu parlé juste avant. Eh bien, c'est une définition, c'est tout système composé d'un grand nombre d'entités autonomes en interaction, créant plusieurs niveaux d'organisation collective, aboutissant à des comportements émergents. Une fois qu'on revoit le monde de cette manière-là, eh bien, l'objectif n'est plus de prédire ce qui va arriver, mais ce qui peut arriver. C'était une phrase célèbre d'Ilya Prigogine, Nobel de chimie en 1977. Donc tout ceci est une nouvelle science qui est née au milieu du XXe siècle et que l'Unitwin cherche à développer au niveau mondial. Alors, l'objectif est donc de développer une connaissance intégrée. Et pour cela, eh bien, on développe un certain nombre d'outils collaboratifs, tout est ouvert, tout est partagé. Et notamment, ça passe par des cartes de la connaissance, donc qui sont en 3D, c'est la forme d'un oignon, et on démarre avec les connaissances de base, et plus on se spécialise, eh bien, plus on prend une direction vers les différents domaines. Et l'intérêt de cet oignon, c'est qu'il permet de représenter toutes les connaissances et de se déplacer d'aller choisir une connaissance qu'on désirerait acquérir, et un niveau aussi qu'on désirerait acquérir. Alors ça passe aussi avec une plateforme qui s'appelle Cortex, qui permet de regarder la dynamique d'une connaissance, c'est-à-dire dans un domaine, voir au fur et à mesure des années, 1990, 95, 2000, etc., comment est-ce qu'une connaissance se développe avec les réseaux qui se créent entre les différentes connaissances. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu plus de la plateforme POEM que nous développons. L'idée, c'est de, bien sûr, partager l'éducation. Et en fait, ça se fait par une émergence de chemins optimaux, parce que nous utilisons les systèmes complexes pour l'éducation. Parce que, bien sûr, non seulement nous cherchons à développer les systèmes complexes en enseignant les systèmes complexes, mais on peut utiliser les systèmes complexes aussi pour permettre aux étudiants de mieux apprendre. Parce que les systèmes complexes, donc un grand nombre d'entités autonomes en interaction, eh bien, ça peut s'appliquer aux étudiants qui sont tous autonomes et qui interagissent les uns les autres, mais qui interagissent aussi avec les professeurs et qui interagissent aussi avec leurs cours, leurs contenus pédagogiques, leurs exercices, etc.
Donc, eh bien, ce que nous faisons grâce au système complexe, c'est nous faisons émerger des chemins optimaux par ce que nous appelons des homilières, c'est l'équivalent d'une fourmilière appliquée aux humains, avec une évaluation collaborative entre pairs, avec un intertutorat entre étudiants de différents niveaux, et avec un crowdsourcing de contenus et de questions sur les contenus. Alors, comment est-ce que tout ceci fonctionne? Eh bien, en fait, nous voyons l'enseignement comme un système complexe 4P. La plupart des systèmes complexes sont 4P. Les 4P voulant dire participatif, prédictif, préventif et personnalisé. Alors, participatif, l'idée est d'élaborer des modèles à partir des données. Alors, ça peut être des parcours ou des trajectoires pédagogiques. Et une fois qu'on a établi un parcours, eh bien, on va utiliser ces parcours pour proposer des contenus. Et donc, c'est comme ça qu'on fait de la prédiction. Une fois qu'on propose un contenu, parce qu'on s'est aperçu que quelqu'un est en train de suivre un certain parcours, on lui dit, vu le parcours que vous avez suivi, il y a peut-être des chances que vous soyez intéressé par tel et tel contenu. On peut se rendre compte aussi en regardant les trajectoires que quelqu'un va aller vers le décrochage parce qu'il il est en train de sélectionner des contenus qui ne sont pas adaptés à ce qu'il a fait par le passé ou qui sont trop difficiles pour lui. Et donc on peut aussi aménager, faire de la remédiation et lui proposer des choses qui sont plus adaptées à ce qu'il pourra faire en regardant ce qu'il a fait précédemment. Et encore une fois, donc ça revient à faire toujours une éducation personnalisée, c'est le 4e P, en proposant des contenus différents suivant le passé de chacun. Alors, comment est-ce que tout ceci fonctionne? On va faire un peu de science rapide. Eh bien, parmi les systèmes complexes naturels, eh bien, on trouve les fourmis, qui ont mis, donc, après 100 millions d'années d'évolution, eh bien, elles ont trouvé un moyen de fabriquer des chemins optimaux entre une fourmilière et des points de nourriture. Donc ça, c'est une célèbre expérience faite par Jean-Louis de Neubourg en 1985. Donc il y a une fourmilière ici, un point de nourriture, un espèce de pont un peu bizarre, et on se rend compte, parce qu'il implémente des chemins de longueur différentes, et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, les fourmis sont toutes sur le chemin le plus court, à part une petite fourmi là ici qui fait une erreur, mais en fait cette erreur est très bénéfique parce que c'est ce qui permet au chemin d'être dynamique et de se reconfigurer s'il y a besoin. Et depuis 1985-1989, on a compris comment ce système complexe fonctionnait, et donc on est capable de le refaire dans un ordinateur. On a retrouvé les équations aux dérivées partielles, d'évaporation des phéromones, les masses critiques, etc. Et donc on peut s'approprier cet algorithme que les fourmis ont trouvé au cours des millions d'années. Et donc très rapidement, par exemple ici, elles trouvent que le chemin le plus court est celui-ci, donc pour aller vers la nourriture. Nous, notre nourriture, ça sera la connaissance, bien sûr. Et donc on peut leur jouer un tour en faisant que tout d'un coup un chemin devienne moins bon et qu'un autre devienne meilleur. Et bien, du fait qu'il y a des fourmis qui font des erreurs, et bien, de temps en temps, il y a une qui, par erreur, va prendre le chemin qui était le moins bon, mais qui est devenu meilleur. Et très rapidement, eh bien, les fourmis se reconfigurent. Alors il y en a encore qui passent par l'ancien chemin et à un moment, elles vont se rendre compte, en déposant des phéromones par renforcement, que maintenant c'est ce chemin-là qui est le plus court. Alors on peut recommencer bien sûr, et, ad libitum, ça fonctionne à tous les coups, c'est du 100%. Alors, l'idée maintenant, eh bien, c'est de regarder que, en fait, dans tous les items pédagogiques qui existent, il y en a un très grand nombre qui sont mal répertoriés. Et ceux-là, eh ben, ce sont des contenus très précieux qui sont perdus pour tous. Il y en a énormément dans les universités. À Strasbourg, qui est une grande université de médecine, il y a un très grand nombre de vidéos, de dissections qui ont été faites, etc. Le cours est terminé, bah, il reste la vidéo, l'enseignant a pris beaucoup de peine pour faire cette vidéo, etc. Et puis, une fois que le cours est terminé, bon, on ne sait plus ce que c'est que cette vidéo, on ne sait pas ce que c'est, dans quel but ça a été fait, etc. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser ces algorithmes de colonies de fourmis pour faire revivre ces cours, les remettre dans un cursus qui serait utile aux étudiants. Et ça va être fait par les étudiants eux-mêmes. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on fournit plusieurs objectifs à une homilière. Eh bien, en fait, donc les étudiants ou les personnes qui parcourent ce chemin, eh bien, trouvent des chemins optimaux entre le nid et donc 3 ou plusieurs sources de nourriture. Donc ça fonctionne exactement comme avec une ou plusieurs sources de nourriture. Donc l'idée, c'est de valoriser, si possible, tous les contenus pédagogiques dormants et actifs
en observant des chemins qui vont aller vers la physique, vers la chimie, vers les mathématiques et vers chacune des branches de chacun de ces domaines, voire aussi en créant de nouveaux chemins. Par exemple, des gens on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la musique qui sont intéressées par les mathématiques, parce que la musique est mathématique, les tempéraments, etc. Et inversement, il y a des mathématiciens qui utilisent leurs mathématiques pour améliorer la musique. Et donc, il y a un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRCAM, qui est né de la fusion des mathématiques et de la musique. Alors que raisonnablement, c'est pas un cursus de mathématiques qu'on va faire de la musique, et c'est pas un cursus de musique qu'on va faire des mathématiques. Et bien donc, de nouveaux domaines comme cela peuvent émerger de manière naturelle. Alors, tout ceci fonctionne aussi avec un système d'évaluation collaborative entre pairs, où les étudiants se posent des questions les uns les autres, évaluent la qualité de leurs questions, sont évalués aussi sur la qualité des questions qu'ils ont posées, deviennent évaluateurs, parce que bien sûr, tout ceci doit fonctionner de manière autonome et avec aussi un intertutorat qui est mis en place, où lorsque les étudiants sèchent sur quelque chose, ils ne sont pas face à un ordinateur qui est tout sec, et lorsque ils ont une question, lorsqu'ils rentrent dans ce système, eh bien, ils s'engagent à devenir des tuteurs lorsqu'ils ont acquis des connaissances, et donc il y a tout un réseau social qui se met en place, et l'ordinateur en fait met en contact un grand nombre d'étudiants, donc créer ce système complexe. Alors en 2006, c'était les premières fois où ça a été mis en œuvre. Ça a été mis en œuvre dans le cadre d'une société qui s'appelait Paraschool, qui était le numéro 1 français de l'e-learning à l'époque, avec 500 000 élèves, 700 000 items pédagogiques. Et actuellement, on fait renaître ça de manière complètement libre et ouverte, donc avec Poem, dont la version 1 a été utilisée par plus de 1000 étudiants en France, aussi à Taïwan, à Dakar. La Poem version 2 est en développement, ça c'est l'interface de Poem version 2. Nous fonctionnons aussi donc à Taïwan avec Chen Yancheng, avec les Cloud Classrooms. Alors les Cloud Classrooms, l'idée c'est de donner une tablette aux étudiants pendant le cours sur lequel ils peuvent se poser des questions les uns les autres. Le prof peut poser des questions aux étudiants et donc il a créé encore un réseau social, mais via des tablettes et pendant le cours. Donc l'idée, c'est de coupler les deux avec une formation initiale synchrone avec Cloud Classrooms. Des questions sont posées qui viennent ensuite inséminer le poème pour que des questions soient créées et ensuite servent à fabriquer de nouveaux parcours après le cours. Voilà, donc en conclusion sur Poem, eh bien, c'est un des flagships, c'est le flagship éducation de l'UniTwin CSDC de l'UNESCO. Il permet de tisser automatiquement des parcours pédagogiques variés, donc à partir de contenus non référencés. Donc c'est ça vraiment quelque chose qui est important en vrac. Donc ça crée des cursus de formation universitaire, ça crée aussi des formations à la carte pour tout ce qui est formation professionnelle. Ça offre un parcours personnalisé à l'utilisateur, et donc l'éducation 4P présentée précédemment. Alors tout ça est aussi très intéressant parce que la santé et l'éducation sont deux choses absolument similaires, et tous les parcours pédagogiques sont aussi des parcours de santé. Là on veut faire de la prédiction en éducation, en santé c'est la même chose. La prévention pareil, on essaye de traiter les gens de manière personnalisée, différents traitements pour des personnes différentes. Voilà, donc le 4P est très très important. On a en place un studio collaboratif qui permet d'enregistrer ces MOOC, aussi qui permet aux étudiants d'enregistrer des propres cours s'ils trouvent que le cours du prof est mal fait. Le cours est mis dans l'homélière, et l'homélière dit si c'est plus intéressant de passer par le cours de l'étudiant ou de passer par le cours du prof. Donc ça met en valeur le crowdsourcing. Donc de l'intertutorat pour maintenir un contact humain, un module d'évaluation participative ouverte entre pairs, et donc tout ça tout est déjà fonctionnel, et nous sommes en train de l'intégrer, de le mettre en œuvre, sauf que malheureusement, n'étant pas supporté par des forces gouvernementales, on fait ça dans notre université avec nos petits moyens, et ça met plus de temps à sortir, sachant qu'on a démarré tout ça en 2010-2011. Voilà. Donc, voilà. Donc un déploiement est prévu dans 120 universités de l'UniTwin dès que tout ceci est fonctionnel d'un point de vue. Là, en fait, ce qui nous manque, c'est l'interface web, c'est l'IHM, etc., et que nous peinons beaucoup à mettre en œuvre, sachant que tous nos algorithmes... Alors, j'ai mis un certain nombre de références ici, on a tous les papiers, il y a une thèse qui a été soutenue là-dessus en 2006. Voilà, on travaille là-dessus depuis 16 ans, mais on manque de main-d'œuvre pour arriver à créer, parce que les interfaces web qui fonctionnent bien, les interfaces homme-machine, sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, et en faisant ça avec des étudiants, c'est très long, et il y a plein de bugs partout, et ça prend du temps.
Voilà. Merci Charles. Vraiment, bravo. Je crois que c'était une belle fin de session. Vous voyez que le modèle des MOOC, sans préciser lequel, n'est pas le seul, et qu'il y a là un modèle qui est peut-être les MOOC de la complexité, sur lesquels, moi, je pense que c'est vraiment la place de l'université de travailler dans ce sens, avec vraiment une nouvelle intelligence, où les big data deviennent essentiels avec les learning analytics pour comprendre que les parcours personnalisés, c'est possible, plutôt que d'avoir, ce que je disais en introduction hier, c'est que une vidéo monolithique, quelques questions derrière, one ne fit pas avec all, et c'est pas possible. Par contre, la multiplicité de l'offre, rencontrant la diversité, ça c'est intéressant, ça c'est les MOOC de l'avenir. Et je crois qu'il faut vraiment se diriger. Et si notre ministère ne t'a pas encore soutenu, je demanderai peut-être, il faut vraiment, Marie-Françoise Crousier va sûrement te proposer un rendez-vous pour au moins entrer dans du direct et faire que ces choses-là, c'est très important, parce que ne pas croire que la réduction intellectuelle, c'est l'avenir de l'université. Non, c'est l'ouverture à la complexité qui est importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup.